Est-ce que tout marche? Bien, on va essayer. Ah, 2 retardataires encore. Continuez, continuez. Vous pouvez aller là. Ah, c'est bon? Là, vous pouvez aller là si vous voulez. Non, vous serez mieux là. Oui. Oui. Bien, ben, je crois qu'on va commencer. Tout le monde m'entend bien? C'est parti? Eh bien, bienvenue. Merci d'être venu en vrai, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, on est là ce soir pour 2 choses, 2 objectifs. D'une part, vous présenter le fonctionnement du site et plus spécifiquement du laboratoire. Et deuxièmement, vous présenter le partenariat que l'on a avec l'INSERM et une première série de résultats qui est tout à fait intéressante, en tout cas pour nous. Et on voulait les partager avec vous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, je vais faire un petit rappel de qui nous sommes. Donc, nous sommes la société Astim, créée en 2003. Nous sommes spécialistes de la chimie des phosphates de calcium et plus spécifiquement d'un composé dans cette famille qui est l'hydroxyapatite, HAP. Cette hydroxyapatite, c'est le phosphate de calcium le plus insoluble de la famille des phosphates de calcium et qui constitue la phase minérale de l'os. Donc c'est pourquoi dans les applications biologiques que l'on a trouvées en première intention, ça a été l'orthopédie, où l'hydroxyapatite a remplacé le ciment de scellement des prothèses en faisant un ancrage biologique. Donc, il y a eu d'autres applications dans le domaine de la santé, mais qui sont plus marginales. Nous sommes intéressés depuis 2005 environ à l'utilisation de cette hydroxyapatite en cancérologie. Alors, un petit rappel sur le développement schématique d'un, on va dire, d'un cancer. On a tous les jours des divisions cellulaires qui s'opèrent dans notre organisme et lorsque tout se passe bien, la division cellulaire conduit à 2 cellules strictement identiques. Or, il arrive de nombreuses fois qu'il y ait des erreurs de duplication. Lorsqu'il y a ces erreurs de duplication, dans de nombreux cas, l'erreur est corrigée et tout se passe bien. Et puis, dans certains cas, cette erreur n'est pas corrigée. Si cette erreur n'est pas corrigée, elle se perpétue, elle se multiplie, elle conduit à l'accumulation de cellules anormales et qui vont produire également des protéines anormales, c'est ce qui constitue les tumeurs. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que notre système de vigilance, notre système immunitaire ne reconnaisse pas ces protéines anormales comme protéines anormales. Voilà. Donc, dans le courant des années 90, des chercheurs américains, l'équipe de Srivastava, a eu l'idée d'aller rechercher des protéines tumorales dans les tumeurs, de les extraire, de les purifier et de les réinjecter au même patient pour essayer de stimuler son propre système immunitaire. Or, les étapes de sélection étaient très longues et la réintroduction de ces protéines entraînait une absence de lecture. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, nous, on s'est rapproché de ces gens-là et on leur a proposé d'associer l'extraction des protéines à un vecteur qui est l'hydroxyapatite. Donc, on a associé l'hydroxyapatite et les protéines du choc thermique, donc et les protéines tumorales, pour en faire un biomédicament qui, lui, maintenant, va donc stimuler le système immunitaire des patients. Donc, on part toujours d'une tumeur. À partir de cette tumeur, on va faire un broyat cellulaire, on va extraire les protéines tumorales, on va prendre l'empreinte digitale de la tumeur et on va prendre cette empreinte digitale de la tumeur, la fixer sur les grains d'hydroxyapatite et les réinjecter sous la peau du même patient. À ce moment-là, on va réveiller son système immunitaire, on va le réorienter vers la lutte contre ce motif tumoral qui n'était pas lu. Et on va avoir une réponse. Alors, on a des résultats, on a eu la possibilité de travailler en santé animale. Donc, pour travailler en santé animale, on a élaboré des kits, on a fabriqué des kits qui permettent aux vétérinaires de produire eux-mêmes les 8 monodoses de vaccins. Vous le verrez tout à l'heure en visitant. Bonjour. Donc, ces 8 monodoses, voilà. Il faut savoir que globalement, depuis 2013, on a mis ces kits sur le marché. Il y a 800 animaux, chats, chiens, chevaux, qui ont été traités pour leur cancer.
C'est quelque chose qui est très important en termes de nombre, même si ça peut paraître faible, parce que l'approche, le traitement du cancer chez les animaux de compagnie est quelque chose de relativement récent par rapport à d'autres pathologies. Voilà. Alors, on a fait un certain nombre de publications pour montrer l'efficacité chez les animaux de compagnie de ce traitement. Et la dernière publication, notamment en 2019, qui rapportait une étude sur 300 chiens, faite sur 300 chiens atteints de lymphome, dont la moitié avait reçu une chimiothérapie seule, et l'autre moitié une chimiothérapie associée au vaccin, enfin vaccin, au biomédicament. Je définirai cela plus tard. Donc, aux biomédicaments, et on avait globalement un doublement de la survie sans effet secondaire. Donc, fort de l'ensemble de ces résultats, on a décidé de passer chez l'homme. Mais pour passer chez l'homme, c'est compliqué, le développement d'un médicament, vous le voyez. Ça dure 20 ans, ça dure 20 ans quand on s'appelle Sanofi ou Roche. Et nous, on n'est pas nombreux. Donc, on ne s'appelle pas Sanofi ou Roche. Et on en est aujourd'hui, on va dire, à ce stade préclinique vers la phase 1, ça dépassant vers la phase 1. Donc, pour avancer dans ce schéma de développement, on a pu bénéficier, on va dire, on bénéficie d'un contexte favorable, qui est un peu une conséquence du Covid. En fait, normalement, dans le développement d'un médicament, on a une phase préclinique, tant qu'on n'est pas chez l'homme, puis une phase 1, 2 et 3, on va dire, quand on traite des patients humains. Phase 1, on doit démontrer qu'on n'est pas toxique. Phase 2, on doit démontrer une efficacité sur quelques dizaines de patients. Et phase 3, on doit démontrer l'efficacité sur plusieurs centaines de patients. Et c'est à l'issue de cette phase 3 que l'on a une autorisation de mise sur le marché, une commercialisation. Alors, en raison de l'urgence dans le développement des médicaments par rapport au Covid, il y a eu une certaine souplesse qui est apparue de la part des agences comme la FDA ou l'EMA qui donnent des autorisations de mise sur le marché. Et aujourd'hui, on peut espérer avoir une autorisation de mise sur le marché en fin de phase 2 si on peut démontrer un avantage concurrentiel, un bénéfice-risque vraiment significatif par rapport aux applications que l'on a. Donc nous, on espère bien se situer dans ce schéma-là. Deuxième prise de conscience suite au Covid au niveau gouvernemental, c'est que il n'y a plus de fabrication de médicaments ou de biomédicaments en France. Et un des objectifs a été la réindustrialisation de la France en ce qui concerne la production de médicaments. Et dans ce contexte-là, on a bénéficié d'une subvention du plan Relance 2022. Donc, il y a 34 sociétés en France fléchées santé, secteur de la santé, qui ont bénéficié de subventions et notamment qui nous a permis d'aménager ce site ici et d'aménager le laboratoire. Diapo suivante. Donc, on arrive à ce centre de recherche qui est plutôt un centre de convergence de compétences. Et comme vous l'avez vu, il faut des compétences vraiment très différentes et il est hors de question qu'on regroupe toutes ces compétences ici sous le même toit. Donc, nous avons, on peut dire, 3 axes ici en interne. On travaille sur la production, la fabrication des lots de production. Donc, on se met en situation pour développer et faire de la recherche pour être en mesure de fabriquer les lots de production. Ça veut dire des salles blanches et un laboratoire pharmaceutique avec un pharmacien responsable. On fait de la recherche également pour pouvoir mettre au point les contrôles et la caractérisation des produits issus de cette fabrication. Et on travaille également sur des nouvelles générations de traitements. Donc, voilà les 3 axes que l'on pousse ici en interne. Et bien évidemment, pour arriver à remplir toute la ligne et aller jusqu'au bout du développement, il faut renforcer des études en préclinique. Ça veut dire travailler sur des souris. Alors là, on va travailler avec des gens qui sont spécialisés, qui ont toutes les autorisations, qui sont soit du privé, soit du public. L'INSERM et l'intervention de Madame Garrido sera tout à l'heure une illustration de cette collaboration. Et on est en train, enfin, de tisser des liens avec des cliniciens pour faire ces applications dans le cadre de la phase 1. Donc, ce que l'on souhaite faire ici, c'est avoir une maîtrise complète depuis la production du médicament, son contrôle et son implantation. Voilà. Alors,
On s'inscrit... Enfin, oui, les raisons d'y croire. Les raisons d'y croire. Alors, les points forts de ce traitement et les raisons d'y croire, c'est que on a la possibilité, le traitement, il n'est pas spécifique d'une pathologie, d'un cancer donné. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un mécanisme général, à l'ensemble des cancers. Donc, ça veut dire que cette technologie, elle s'applique à plusieurs cancers, en théorie. À nous de faire la démonstration étape par étape. On a la possibilité de repréparer un vaccin en cas de rechute si le cas se présente. Ce qui est très important, c'est qu'on a une efficacité sans effet secondaire, puisque au lieu de lutter contre les cellules tumorales, on rééduque le système immunitaire pour que lui-même se mette en ordre de marche. Donc, on remet en place un mécanisme naturel qui n'entraîne pas d'effet secondaire. Et au niveau économique, c'est parce que c'est quelque chose qui est très simple qu'au niveau économique également, en médecine, en immunothérapie personnalisée, on va se positionner en termes de prix à un coût qui est 4 à 5 fois inférieur à ce qu'on va trouver aujourd'hui sur le marché, qui sont les CAR T-cells. Alors, notre stratégie s'inclut tout à fait dans la politique gouvernementale, qui est de relocaliser le développement et la production de certaines parties, de certains secteurs de l'industrie, notamment les biomédicaments. Et le gouvernement a souhaité, a mis en avant un objectif précis, qui est la production de 20 nouveaux biomédicaments en France en 2030. Donc nous, on espère vivement faire partie de l'un d'eux, voilà. Même si 2030, c'est demain. Alors, vous l'aurez compris, pour arriver à cet objectif, la chaîne de fabrication est longue. On a besoin de partenariats. Ces partenariats, on les a mis en place et avec un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de... Je vais passer la parole à Carmen Garrido, qui a bien voulu manifester un certain intérêt pour notre technologie. En effet, c'est difficile pour nous, en tant que petite société, justement de manifester l'intérêt, de susciter de l'intérêt dans des groupes de recherche. Par contre, là, ce qui s'est trouvé, c'est que l'équipe de l'INSERM de Dijon, dirigée par Carmen Garrido, est spécialiste des protéines du choc thermique, les HSP, que vous avez vu dans la première diapo. Donc, il a été facile de communiquer et de pouvoir montrer l'intérêt de notre technologie. Voilà, donc je vous laisse la parole. Carmen. Merci, Nicole. Je reviendrai vers vous pour des questions tout à l'heure. Donc, bonjour à tout le monde. Non, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Carmen Garrido et je dirige une équipe de recherche qui est à la faculté de médecine à Dijon. Donc, j'ai préparé ici une petite diapositive de mon équipe. Et je n'ai pas mis là tout le monde. C'est une équipe multidisciplinaire où il y a des chercheurs qui vont des physiciens, pharmaciens, biologistes et beaucoup de cliniciens. Et on fait de la recherche translationnelle. Et je vous montre ici, par exemple, ici, c'est tous mes chercheurs qui sont avec des postes soit CNRS, soit INSERM, soit enseignants-chercheurs. Et puis, j'ai aussi des médecins-chercheurs qui sont au CHU de Dijon et aussi des médecins-chercheurs qui sont au Centre de lutte contre le cancer, Georges-François Leclerc. Donc, voilà mon équipe. Et mon équipe, il y a une particularité, c'est assez unique en France. On travaille sur une pathologie déterminée, mais un ensemble de pathologies qui ont une chose commune. Ils ont une dysfonction et une expression anormale d'un ensemble de protéines qu'on les appelle les heat shock proteins ou protéines de choc thermique. Et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'ils sont exactement et vous allez comprendre. Alors, les protéines de choc thermique, ou heat shock proteins, en anglais HSP, donc on va les appeler comme ça. Ce sont des protéines qui étaient découvertes dans les années 60. Alors les chercheurs avaient fait une observation après un stress, dans ce cas-là c'était un choc thermique, quand on se met à température extrême, il y avait un ensemble de protéines qui s'accumulaient dans les cellules.
Et cette accumulation de cette protéine est essentielle à la survie de la cellule. Quand les cellules avaient déjà cette accumulation de protéines, ils supportaient maintenant très bien un autre choc thermique ou un autre stress qui normalement devait finir dans la mort de la cellule. Et ils ne meurent pas. Ce sont des protéines qui étaient protectrices. Depuis cette découverte dans les années 60, on sait maintenant plein de choses. Une des choses qu'on sait, c'est que ces protéines sont très, très conservées de les plantes jusqu'à l'humain et très, très conservées dans l'évolution. On sait aussi que, donc, on les appelle aussi des fois protéines de stress parce que lors d'un stress, il y a une accumulation plus importante et que le rôle essentiel de cette protéine est être des chaperons moléculaires. Qu'est-ce que c'est un chaperon moléculaire? Un chaperon moléculaire va être une protéine qui va s'associer à une autre protéine qui vient d'être synthétisée. Et alors, il va se mettre à côté de cette protéine et il va l'accompagner jusqu'à qu'elle arrive au compartiment cellulaire pour être assuré qu'il a la bonne fonction. Il va s'assurer qu'il est stable, stabilisé avec la bonne conformation. Donc, vous comprenez bien, ils sont essentiels pour maintenir l'homéostase des protéines, le bon équilibre des protéines dans les cellules. De leurs protecteurs qui sont dans la cellule, dans des conditions normales, mais aussi dans des conditions pathologiques. Maintenant, ils sont aussi sécrétés. On a vu très bien plus récemment qu'on peut les trouver aussi dans les milieux extracellulaires, dans les sangs, dans les souris, partout on trouve des espèces. Et on a vu qu'à ce moment-là, une fois qu'ils sont dehors, ils ont un rôle comme des signaux de danger. Et ils vont des dangers, non dit en français. Et que ça fait qu'il y a un rôle stimulant du système immunitaire. Ils ont traditionnellement été classifiés par les poids moléculaires en différentes familles et les plus importants dans ces rôles de chaperons moléculaires parce qu'ils sont plus grands et plus capacité de chaperonner différentes protéines sont celles des plus hauts moléculaires, fortes poids moléculaires, 60, 90 et les 110. Et maintenant, je voudrais ajouter une autre fonction extra qui ont ces protéines chaperons. Pas seulement ils sont une protéine dans la cellule, mais on peut les utiliser comme un outil pour la fabrication des vaccins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un antigène qui va provoquer une réponse immunitaire, si cet antigène est peptidique, il n'est pas stable. Il reste avec une conformation qui peut bouger, il arrive dans l'organisme, il est dégradé. Et alors, ils ont vu que si on l'associait à cette protéine, à cette HSP, il s'était stabilisé et donc l'HSP avait comme un rôle adjuvant dans les vaccins. Alors, ce concept d'utiliser les HSP comme adjuvant dans les vaccins n'est pas nouveau. Ça remonte, comme il a bien dit Nicole, dans les années, vous voyez, la première publication, c'était le groupe de Srivastava, que je connaissais très bien à Boston. Et il avait commencé avec une science en 1997, ça fait déjà longtemps. Et quand on a vu cette publication, on a dit, c'est vrai, comme on n'a pas pensé avant, quel rôle si important pour faire un adjuvant dans un vaccin. Malheureusement, les études qu'a fait Srivastava, qui étaient très prometteurs, ils n'ont pas abouti vraiment dans la clinique à rien. La principale raison, c'était qu'ils n'étaient pas assez stables. C'était pas répétitif. D'un patient à un autre, il y avait beaucoup de différences. C'était pas standardisé. Et d'une fois à une autre, ça marchait. Mais 20 ans ont passé depuis cette découverte. Et maintenant, depuis ce temps-là, on sait très bien que c'est très important la vectorisation pour avoir un rôle important. On le sait pour les médicaments anticancéreux, qui sont des molécules chimiques, peptidiques. Maintenant, de plus en plus, on utilise des micelles lipidiques pour protéger. On a des nanoparticules de gold, d'or. Et c'est ici qu'Einstein est venu avec le concept d'utiliser des billes d'hydroxyapatite, précisément pour stabiliser cette complexe formée par un petit antigène issu de la tumeur. Donc ça sous-entend que chaque tumeur, chaque patient aura un ensemble différent de petits antigéniques qu'on les associerait à l'HSP et tout cela, cette complexe, vectorisé par des petites billes d'hydroxyapatite. Est-ce qu'on avait ainsi la bonne formule? C'était les paris qui sont faits, ils sont dépoussiérés dans les concepts, ils ont dit on va essayer et ils sont fabriqués. Je ne sais pas si j'ai encore, je n'ai plus de, c'est pas grave, que je vous trouve, c'est ça. Bon, ils ont pris un vaccin de petites colonnes qu'on les appelait APAVAC et l'idée c'était ça. On prend un petit bout de la tumeur, une petite biopsie, on les dissocie pour avoir toutes les molécules, tous les peptides libres, on les passe par la colonne et cet ensemble d'HSP qui va se lier les peptides reste dans la vie. On obtient cet ensemble bi et petit antigène HSP et c'est ça qu'on injecte à l'animal pour voir l'élément qu'on a pris, bien sûr, la tumeur, pour voir s'il y a une capacité d'équation.
Non. Et j'ai regardé un peu dans la littérature ce qu'il y a eu déjà publié, et en plus en parlant avec Nicole, il y a eu déjà 2 études faites, qui sont les premières que je vous montre, non, qui ont été faites avec des patientes. Ça, c'était des études qui avaient été faites avec une cohorte en Argentine, où ils ont des considérations éthiques un peu différentes que les nôtres en Europe. Donc, ils ont pu faire quand même une étude clinique dans des patients qui ont utilisé tout type de cancer. J'ai regardé la cohorte, et très variée. Il y avait des cancers de côlon, colorectal, il y avait beaucoup de gliomas, des poumons, il y avait aussi des lymphomas, 2 ou 3. Bon, quoi qu'il en soit, cette étude avait été assez prometteur dans le sens, vous savez bien que la phase 1 d'une étude clinique, et ce n'est pas vraiment pour éprouver l'efficacité, puisque les patients sont déjà en phase terminale. C'est surtout pour voir qu'il n'y a pas d'effets négatifs, que ça ne va pas être pire. Et il n'y avait aucun effet toxique. Et tout le contraire, pour certains patients, il y avait une augmentation de la vie et de la survie. Pour certains mois, pas beaucoup, mais bon, il y avait quand même les résultats étaient prometteurs pour une phase 1. Et ensuite, plus intéressant encore, il y a eu les 2 études que vous voyez en bas. Et cette fois-ci, quand ils ont voulu revenir vers Europe, bien sûr, pour les études cliniques, il n'y avait pas assez de résultats sur les modes d'action, sur montrer vraiment l'efficacité, pour comment ça passait pour avoir une efficacité. Et ils sont passés directement à la clinique vétérinaire. Et chez les chiens, ils ont pu faire des études très sérieuses et complètes, où ils passaient directement les vaccins. Ils ont choisi les lymphomas B parce que c'est assez fréquent chez les chiens. Et ils ont pu avoir une bonne cohorte, et ils passaient les vaccins, et regardez, et là, les résultats avaient été très spectaculaires. Mais on arrive à un moment à dire, ça marche, mais on a commencé l'étude un peu tout le contraire. Normalement, on commence à regarder les modes d'action dans les souris, les animaux, et on passe à la fin aux patients. On a fait tout le contraire. Donc, ils sont arrivés me voir, et je dis, est-ce que vous avez fait quelque chose chez les souris? Non, rien chez les souris. Donc, l'exercice maintenant, pour pouvoir étudier les modes d'action et quelque chose comme ça, il faut utiliser un animal qui est petit, chez les rongeurs, parce qu'il faut avoir assez d'animaux pour faire des études sérieuses et statistiques. Et ensuite, il faut avoir un modèle où on a les quantités d'anticorps, tous les outils de laboratoire qu'on a besoin pour savoir quelles sont les cellules immunitaires impliquées, comment ça se passe. Les souris, c'est l'idéal. On a beaucoup d'expérience dans les laboratoires. On a choisi donc d'utiliser un modèle de cancer chez la souris, voir qu'est-ce qui se passe. Il faut dire tout ça, donc c'est comme ça que la collaboration a commencé entre nous. Et donc, impliquée de chez moi, il y a donc moi, Carmen Garrido, donc je suis directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INSERM, avec un contrat d'interface, et ça veut dire que je travaille à temps partiel au Centre de lutte contre le cancer, donc ça fait que je peux avoir les contacts bons pour faire l'étude. On a Gaëtan Diego, qui est un professeur universitaire qui travaille dans mon équipe immunologue, donc ça me paraissait la bonne personne pour aider à diriger les études qu'on allait faire. Et ensuite, on a Jimena et Rim, qui sont ici dans la salle, de jolies filles, qui travaillent initialement avec moi, mais que les contrats finissaient avec moi et que j'ai proposé à Nicole de les prendre puisqu'ils s'étaient déjà familiarisés avec les modèles animaux de cancer et tout ça. Donc, l'idée, donc, si vous comprenez bien, c'est pouvoir étudier comment marche ce vaccin chez les animaux, chez les souris, et puis aller plus loin et analyser bien qu'est-ce qui passe dans la tumeur, quelles sont les cellules immunitaires qui infiltrent cette tumeur, comme ça se passe. Donc, on a commencé, comme je vous dis, n'était pas évident d'adapter une colonne, un vaccin qui était fait pour des grands animaux à des petits animaux. L'exercice est compliqué et donc je vais vous présenter des résultats qu'on a eu des premiers résultats. Le modèle doit être encore optimisé parce que ce n'est pas les mêmes doses, ce n'est pas la même quantité. En souris, il faut utiliser des quantités tout petites. Si on fait trop petite parce que la séquence doit être très fine, les petits billes d'hydroxyapatite restent coincés. Donc, il faut adapter un peu tout pour voir comment les faire. On ne peut pas suivre les mêmes potes non plus. Et chez les chiens, je crois que c'est 1 fois par semaine, n'est-ce pas? Dans notre cas, on a adapté un peu différent. Mais, comme je vous dis, il y a encore des exercices à faire. Alors, pour commencer dans les modèles, voici notre modèle de cancer de colorectal. Il faut utiliser aussi un modèle de souris et qui ne soit pas initialement humanisé. Ça veut dire qu'on n'utilise pas des cellules qui sont des patients qu'on les met dans la souris. Parce qu'on veut que la souris ait un système immunitaire qui marche parfaitement. On veut voir l'implication du système immunitaire dans la régression
progression tumorale après l'injection des vaccins. Donc, on a choisi, donc, ça c'est un modèle syngénique. Ça veut dire qu'on n'est pas manipulé, elle est intacte. Donc, ici, vous voyez bien, ce modèle de cancer de côlon, comme les souris, ça pousse la tumeur. Par des conditions éthiques, une fois qu'on arrive à cette taille, on est obligé, bien sûr, dans nos vétérinaires, à tuer l'animal. Il ne faut pas arriver à une certaine taille. Donc, initialement, il faut faire certains animaux pour faire les vaccins. Donc, on injecte donc à la souris les cellules tumorales. Une fois qu'on a une tumeur, on prend la tumeur, vous les voyez ici, on les bruit et on prépare le vaccin dans les conditions qui viennent bien indiquées dans leur kit de production de vaccins qui s'appelle APAVAC. Donc, on fait quand même, une fois qu'on a récupéré les vaccins, on regarde bien qu'on a notre sachet spécifique parce que c'est très important qu'il y ait la présence de ces chaperons moléculaires. C'est un gage de dire il y a des antigènes peptidiques là et les chaperons sont en train de faire les fonctions. Et ensuite, on les jette dans les aliments et on a fait différents essais, mais dans cette pause, on mettait tous les 2 jours la première semaine et après, l'idée c'était une fois par semaine. Mais il faut penser que comme on avait un groupe contrôle, il n'y avait que les hydroxyapatite pour passer, mais il n'y avait pas d'antigènes tumoraux, dans ce groupe contrôle, les tumeurs continuent à grandir. Et là, on est obligé de tuer. Donc, on a décidé de tuer tous les animaux. Ici, à la fin, en même temps, même si dans les groupes traités avec APAVAC, vous pouvez voir ici que c'est la dose rouge et bleu. Dans 5 cas, on injectait 50 microlitres et l'autre 100 microlitres, mais on n'est pas vraiment, il faudrait jouer avec ça vraiment. Donc, c'est une première expérience qui est assez séduisante, mais à voir. Dans la flèche, vous voyez ici, chaque fois qu'on a injecté les vaccins, on a dû arrêter après la 2e semaine parce que dans les groupes contrôle, il était déjà assez grand. Mais bon, quoi qu'il en soit, vraiment, les tumeurs étaient plus petites, vous voyez ici, et il faut dire qu'on a des écarts-types un peu élevés parce qu'il y avait un peu d'hétérogénéité dans la taille des tumeurs dans les groupes traités avec APAVAC, mais je vous explique, c'est on m'a dit mes 2 filles ici, pas filles parce que c'est ma fille, mais mes étudiants, et il y avait des fois que si le volume est un peu grand, que c'était trop important le volume pour les souris parce qu'on les met sous-dermiques. Donc, ça faisait que il y avait un peu d'extravation. On a décidé dans ce cas-là, considérer tous et voir tous les résultats et qu'est-ce que ça donnait. Mais ça encore, il faut qu'on voit exactement les volumes injectés pour que ce soit facile et ça se réabsorbe sans déborder. Que ça le problème s'il n'est pas dedans. Mais bon, malgré ça, comme vous pouvez voir, il y avait une réduction dans la taille des tumeurs. Et il y a encore beaucoup de choses à faire parce que bien sûr maintenant il faudra voir qu'est-ce qu'il passe si on continue et on continue à en injecter parce que si ça se trouve vraiment on arrive à une stabilisation voire à continuer à diminuer, mais pour cela il faut déjà ne plus avoir les groupes contrôle puisque les groupes contrôle il faut déjà les tuer. Une autre chose importante à faire c'est, je vais vous dire après ça. Ah si, je ne vous ai pas dit ici, on avait pris aussi la rate parce que c'est un gage de contrôle qu'on n'a pas une toxicité. Très souvent, quand il y a une certaine toxicité, la rate augmente de taille. Donc dans ce cas-là, on n'a pas vu aucune différence. Les mêmes choses quand on prenait les cellules intestinales, il n'y avait pas d'apoptose. Donc effectivement, on ne voyait pas aucune toxicité. Oh, je ne voulais pas dire apoptose, mort cellulaire. Donc maintenant, on prend la tumeur, on fait des coupes et on regarde l'infiltration des cellules immunitaires. Donc, on a juste commencé, ça on les fait par ce qui s'appelle immunohistochimie, immunomarquage, on regarde au microscope, on met un anticorps et on regarde l'infiltration, ça d'un type de lymphocytes. Donc, c'est une des petits soldats immunitaires qu'on a dans l'organisme. Et comme vous pouvez voir ici, contrairement au contrôle, lorsqu'on a les vaccins, on a une forte infiltration de ces cellules dont la mission, c'est enlever les cellules tumorales. Les mêmes choses pour un autre type de cellules T. Cette fois-ci, ce sont les CD8, un autre type aussi encore plus méchant que les autres pour enlever les cellules tumorales. Et on voit à nouveau qu'il y a une infiltration très importante. Maintenant, on a voulu regarder la mort des cellules tumorales avec un marqueur spécifique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir qu'il y a plein de morts cellulaires, des cellules tumorales dans les groupes traités avec APAVAC, mais pas dans les contrôles. Donc, franchement, ça va dans la bonne direction. On a encore plein de choses à faire, mais vous voyez, ces résultats sont très, très encourageants. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Tout d'abord, dans cette étude qu'on a déjà commencé, les finir. Et maintenant, regardez, parce que les mêmes choses que quand on prend la tumeur
de la souris, on peut faire des coupes et regarder par microscopie. On peut aussi dissocier et les passer par une machine qui s'appelle cytométrie des flux, aussi avec des anticorps. Et là, bien quantifier tous les différents panels de cellules immunitaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, il y a des macrophages à regarder, il y a les cellules qui s'appellent natural killers, et il y a plein de cellules immunitaires qu'il faut tout analyser. On ne va pas rentrer dans cette histoire. Ça, ce sont des cellules immunitaires qui sont un peu impliquées dans ce qu'on appelle la réponse immune innate. Innate, non innate, c'est dit en français, innée, que c'est la réponse. Il y a deux types de réponses immunitaires. La première se développe très très vite et ça implique des différentes cellules qui vont rentrer quand on se fait une blessure et on va voir plein de choses, plein de petits soldats qui vont faire tout et des molécules chimiques qui vont faire. Ça s'appelle la réponse innée et c'est très vite. Et c'est ça qu'on a avec le Covid qu'on a eu, le vaccin, c'était ça qu'on avait. Et la deuxième réponse immunitaire, que c'est plus dans le long terme, c'est on l'appelle adaptative. À ce moment-là, ce ne sont pas les cellules T, les lymphocytes T qui sont impliqués, mais ce qu'on appelle les lymphocytes B qui vont présenter ces antigènes, ces peptides à des cellules qui vont produire des anticorps. Et donc, la personne est protégée contre une nouvelle truc, une nouvelle exposition. Comme vous pouvez voir, pour les Covid, n'était pas pareil parce qu'on a passé tous les Covid, je ne sais pas combien de fois. Ces réponses n'étaient pas vraiment au point. Mais normalement, l'idée d'un vaccin, c'était protéger dans le futur aussi, avec un certain temps. Et parce que tu produis des anticorps. Donc, ce qu'on voudrait faire dans nos animaux, c'est pas seulement étudier ça, mais on les fait une challenge des cellules tumorales d'un côté, et ça charge les tumeurs, on les traite avec le vaccin, et après, quelques temps après, comme on se traite et le tumeur est tout petit, on fait notre challenge de l'autre côté. S'il ne les prend pas, de l'autre côté, c'est qu'on a des anticorps. Donc ça, c'est une chose qu'on va aussi regarder et ça sera un truc à faire. Il faut, comme je vous ai dit, optimiser aussi les modèles de souris parce qu'il faut aussi savoir quel est le volume qu'on va jeter. Et nous, on pense qu'il faut aller entre 50 et 100, quelque chose comme 70 microlitres. Donc, on est en train de travailler aussi, de voir comment on peut aller. Et puis, on voudrait inclure aussi un modèle de lymphoma B, puisque l'idée est aussi voir si, comme on a des études très sérieuses faites avec le lymphoma B chez les chiens, on voudrait aussi les faire dans les souris. Et puis, je voudrais dire quelques mots parce qu'une autre chose que mon laboratoire peut apporter un savoir-faire, c'est dans le développement d'une technologie pour pouvoir suivre la réponse. Parce que ce sera bien si on peut savoir, quand on l'injecte à les patients, savoir si les patients répondent ou non à cette thérapie. Ce n'est pas une question anodine. On est dans le monde maintenant de l'immunothérapie des cancers qui est en train de faire des merveilles, surtout par certains types de cancers métastatiques, des poumons et des mélanomes. Le problème, c'est qu'il n'y a que de 30 à 40% des patients qui répondent. Et pour le reste, pas seulement ils ne répondent pas, mais c'est nocif et ont tous les effets secondaires. Donc, dans tous les types d'immunothérapie maintenant, c'est très important de pouvoir choisir et voir si le patient est en train de répondre. Et donc, c'est ça que je voudrais vous présenter un tout petit peu des résultats qu'on a dans les laboratoires, pour lesquels on a eu plein de prix dans les 3 dernières années. Et alors, l'idée pour suivre un patient quand il a un cancer et la réponse à un traitement, le gold standard, c'est que tout le monde veut chercher, c'est un marqueur qu'on peut le regarder dans les sangs, on se fait un petit truc et on peut voir si on répond ou non, ou si on a le cancer ou pas. Ce sont ce qu'on appelle les marqueurs de diagnostic ou de suivi des patients. Et malheureusement, il y a très peu de marqueurs qui sont fiables parce que la stabilité est très peu dans les sangs. Alors, on a pour les cancers de prostate, les PCA qui marchent bien, mais c'est vraiment une exception. Hein. Pour la plupart, il n'y a rien vraiment qui marche. Et il faut suivre des méthodologies qui sont très invasives, comme c'est les scanners, la mammographie pour les femmes, des techniques de radiation qui ne sont pas l'idéal, qui coûtent cher à la sécurité sociale et qui n'est pas anodin pour les patients. Donc, on est tous en train de regarder, de travailler con ce qu'on appelle les biopsies liquides. C'est un gold standard, c'est un truc, on veut tous chercher ça dans la plupart des laboratoires de cancérologie. Alors, nous, on a vu, et je vais vous parler d'un truc, on a vu que toutes les cellules, absolument tous, cancéreuses ou pas, sont en train de libérer constamment et en permanence des vésicules, comme des petites bulles, qui les libèrent à l'extérieur. Alors, ces petites vésicules, ces petites bulles, il y a de différentes tailles, mais sont tous très petites. On ne les voit qu'à les microscopes électroniques. Et c'est très intéressant parce que on les appelle, à certains dés, on va les dire exosomes, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils sont tout petits.
Et l'exosome dépend de la cellule qu'il a sécrétée. Donc, il va avoir des caractéristiques de ces cellules. Il va avoir la membrane qui vient de la cellule, des protéines qui sont dans la cellule. Et ce qui est intéressant de cette petite bulle, c'est que toutes les protéines qui sont dedans sont protégées par la membrane de la petite bulle. Donc, ça a ouvert des voies dans toute la recherche de biomarqueurs circulantes en utilisant cette petite vésicule, cette petite bulle qu'on a continuellement dans les sangs, dans les urines, on les a partout. Alors, l'équipe de la question, c'est si toutes les cellules les produisent, comment est-ce qu'on pourrait différencier un exosome qui vient d'une cellule tumorale d'une cellule normale? Parce que si une cellule tumorale préproduire des milliers de ces exosomes, si on peut détecter un exosome, on sait qu'il y a une cellule tumorale dans cet organisme. Si on peut savoir s'il y a déjà métastase ou pas, ou s'il est en train de régresser la tumeur ou pas. Et c'est là qui rentre les études de mon équipe et une protéine en particulier qui s'appelle HSP70. Alors, nous, on a vu... Ah, je n'arrive plus à... Ah, si. Donc, on a vu que HSP70 c'est une protéine chaperon, comme je vous ai décrit déjà avant, qui n'était que dans la membrane des cellules tumorales, mais pas des cellules normales. Donc, tous les exosomes qui étaient libérés de la cellule tumorale avaient HSP70 dans la membrane. En utilisant une technique pour pouvoir capturer les exosomes avec HSP70, on était en train déjà, à partir de tous les exosomes qu'on peut trouver dans les sangs, on est en train déjà de sélectionner juste les exosomes tumoraux. On a mis une technique au point avec des physiciens qu'on a travaillé avec nous, où on a un biocapteur, où on met une molécule qui lie à la partie extracellulaire, à la partie membranaire d'HSP70, on passe nos exosomes et ça capture les exosomes avec HSP70. Donc, c'est un ligand qui a beaucoup d'affinité pour HSP70. Maintenant, je ne vais pas rentrer ici en bas, on voit que la technique marche. On met différentes cellules tumorales et on regarde dans les milieux extracellulaires si on peut la quantité de exosomes avec HSP70 qu'il y a et on les compare avec une cellule normale. Dans ce sont des cellules de prostate, donc une cellule cancéreuse, une cellule qui n'est pas cancéreuse de la prostate, donc utérus, comme vous savez ici, on a fait toute une panoplie de cellules tumorales et dans tous les cas, il y a plein d'HSP70 exosomes dans les cellules tumorales, mais pas dans les cellules normales. Donc, on a en face un biomarqueur de présence de cellules tumorales qui est général, que ça passe pour tous les cancers. Donc, ce n'est pas spécifique d'un type de cancer ou pas. Et on a ouvert une étude clinique avec le Centre de lutte contre les cancers, avec ces résultats, où on avait différents patients avec un cancer de sang ou cancer de poumon. C'était une cohorte assez petite, mais qu'on les suivait de près pendant un an, dès qu'il arrivait, avant chirurgie, après chaque cure. Et on a vu aussi regarder, je vous montre les résultats très rapidement. Je vais pas. Ça, c'est la façon de caractériser les exosomes. Comme je vous dis, avec microscopie électronique, on a une technique pour pouvoir les quantifier. On sait bien, on a un laboratoire pour pouvoir bien étudier ça. On fait aussi qu'il y a des marqueurs spécifiques qui nous intéressent. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ensuite, cet exosome, d'exosome général qu'on a pris à partir des patients avec 2 millilitres de sang CHC, on les passe par notre méthodologie que vous voyez ici au milieu, et on regardait qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on voit qu'effectivement, les patients qui sont sains, il n'y a pratiquement pas d'exosomes, et par contre, ça en rouge et vert, c'était non métastatique en vert et métastatique en rouge. Donc, il y avait une quantité très importante d'exosomes, surtout avec HSP70, surtout avec les patients métastatiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, c'était la première figure, c'était juste pour montrer que c'est beaucoup mieux regarder dans les exosomes que quand c'est libre, parce qu'on stabilise la protéine. Dans les marqueurs HSP70, il faut les regarder dans les vésicules qui est libre. Et là, c'était juste pour montrer qu'il n'y avait pas de différence dans le contenu total en exosomes. Il faudra regarder si c'est spécifique. Et on les a comparés avec les cellules tumorales circulantes parce qu'il existe maintenant dans la clinique une façon de vérifier dans le sang s'il y a des cellules tumorales circulantes ou pas. Malheureusement, ce n'est pas une technique très sensible. Pour qu'on voit des cellules tumorales circulantes, les patients sont déjà très métastatiques. Mais on a voulu quand même les comparer et vous pouvez voir ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette area qui est beaucoup plus importante montre qu'on est face à un marqueur beaucoup plus précoce de la présence de métastases.
ce qui est tout à fait logique parce qu'une seule cellule peut libérer plein d'exosomes. Et puis voilà, et c'est aussi un marqueur très bon de la suivi, on a suivi les patients de la réponse à la thérapie. Donc, vous voyez ici, c'est une corrélation. Quand il y avait une diminution, c'est que la maladie est en train de régresser. Quand c'était stable, c'est qui ne changeait pas, et quand ça augmentait, c'est qui progressait. Par exemple, on montre ici, on voit ici les premiers patients sans cancer avec un cancer des seins. Et vous voyez qu'à la fin, ça diminue, a disparu. C'est très sensible. Chaque fois qu'on avait un pic, on avait demandé à les médecins qu'est-ce qui s'était passé, et on nous avait dit, ah, le taxol était trop toxique pour les patients, on a dû les réduire. Non, après, voilà. Après, on a un deuxième patient ici, d'un cancer de poumon. Cette fois-ci, ça augmentait, ici, comme vous voyez en bleu, et en fait, les patients avaient développé un métastase dans les cerveaux. Donc, c'est vraiment un marqueur que ça fonctionne. Et on avait fait un autre effort de ces résultats. On avait ouvert un autre étude clinique, cette fois-ci, ça s'appelait Exomel, avec les CHU de Besançon et les centres Léon Bérard de Lyon. Et on avait pu voir, et c'est là on avait pris des patients qui avaient eu de l'immunothérapie. Et on avait montré que c'était très bien associé à HSP70. C'est dans ce cas-là une autre protéine qui s'appelait comme ça. Mais ça pour dire, ça ouvre beaucoup de perspectives. On sait déjà que 70, c'est très bien pour suivre si les patients répondent à la thérapie. Mais on pourrait l'associer à d'autres protéines, à d'autres choses pour avoir plus d'informations sur les cancers. Parce que c'est très bien détecter une métastase précoce. Mais encore mieux, si on peut aussi mettre de façon précoce la prise en charge du patient. Donc, on est en train de travailler beaucoup avec ça. Et donc, c'est ça qu'on voudrait aussi mettre au point pour l'immunothérapie, pour les vaccins d'Apavac. Donc, dans notre souris, suivre comment ça diminue ces exosomes avec HSP70 et peut-être de les analyser plus avec des marqueurs, plus d'immunothérapie, comme cette protéine que je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, je tiens à dire que ce projet qu'on a développé dans le laboratoire, on a été très chanceuse et on a eu plein de prises dernièrement avec ce projet que je pense qu'on croit et qu'on va mettre aussi, bien sûr, à service d'Astim. Voilà, donc l'idée ici, pour bien rappeler, c'est l'objectif de cette collaboration, c'est avoir plus d'informations pour bien amener Apavac à la clinique et tout en ayant une méthode de suivi des réponses pour pouvoir bien sélectionner les patients qu'on pense qui vont profiter de cette immunothérapie. Et voilà, et merci de votre attention. Bon, ben, on est à votre disposition pour des questions. Bon, c'est peut-être un peu... Je crois que c'est un peu trop scientifique. Ah, ça y est. Hop, ça y est. On se réveille. Guy ? Bonjour. Si. Oui. Le nombre de souris qu'il y avait dans... Ah, ben, on avait des groupes, on avait commencé les souris avec 10, mais malheureusement, il y en a certains qu'on a dû enlever parce que c'était pas évident. C'était très évident qu'on ne pouvait pas. Par exemple, on allait injecter, on voyait l'hydroxyapatite qui restait dans la sérum. Donc, on a fini avec un groupe de 7 par groupe. Donc, par le moment, ce sont des résultats préliminaires. C'est petit, tout doit être répété et surtout optimisé. Mais quand même, on va aller au bout de cette expérience parce qu'on a déjà cette souris. Je veux que regarder plus par cytométrie de flux tous les autres components immunitaires et aller jusqu'au bout. Mais ils sont déjà commandés de nouvelles souris, tout va être répété et surtout cette fois-ci on va les garder pour les challenger de l'autre côté, pour voir les types de réponses immunitaires, s'il y a des anticorps qui sont en train de créer ou pas. Nicolas, tu... Je vous donne le micro parce que... En bas. Bonsoir. Local. Aujourd'hui, au laboratoire, il y a déjà des nouvelles souris qui sont en train d'être dans un protocole là, aujourd'hui. Merci, tout est en route, tout est en route. Non, on travaille activement. Il y a deux personnes de Asting qui sont salariées par Asting, qui travaillent dans l'équipe. Et non, on a tout ce qu'il faut et tout est déjà en route. Oui. On va même essayer différents protocoles, si savoir s'il faut injecter de façon plus souvent, moins souvent, parce que ça, c'est un premier essai, qu'on s'avait basé sur ce qui avait été fait il y a 20 ans. Peut-être que maintenant, il faut l'adapter un petit peu différent.
Si. Déjà, merci beaucoup, parce que c'est vraiment très intéressant. Et non, j'avais une petite question. Je suppose que vous avez dû faire comment on appelle ça déjà? Je m'en souviens plus. Une cytotoxicité, en fait, suite à l'injection d'Apavac, parce que par exemple, là, il y a le 50 et 100 microlitres. Si. Qui, a priori, le 50 serait presque plus efficace de ce que j'ai vu. Si, mais il ne faut pas oublier que quand on met le sang, des fois, on a un petit peu qui coule. C'est ça l'histoire. Il faut être plus... et ça, c'est pourquoi les écartis sont énormes. Hein. Est-ce qu'on pourrait envisager que, par exemple, j'en ai aucune idée, mais à 20 microlitres, par exemple, en fait, on pourrait potentiellement avoir une meilleure réponse. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a testé 50 et 100, mais... on a 10 et 1000 à tester aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on s'est orienté le plus près possible de ce qu'on pensait avoir un effet. On se rend compte qu'entre 50 et 100, c'est vraiment très proche. Donc, il faut aller chercher les bornes inférieures et supérieures. On va faire des concentrations plus dans l'extrême, dans l'autre. On était trop et on a eu pratiquement les mêmes effets. Il y aura peut-être une cytotoxicité par la suite. Au-delà. On n'a pas vu, dans les doses qu'on a utilisées, rien du tout par le moment, mais absolument rien. Mais bon, il faut se mettre dans l'extrême, comme vous dites. Il faut mettre aussi une quantité forte et voir. Et chercher la quantité la plus faible, voilà. Puisque c'est pas la peine. Ma deuxième question, en fait, vous y avez un petit peu répondu à la fin, c'est effectivement de chercher l'indicateur du type de cancer. Parce que c'est extrêmement intéressant en tant que biomarqueur, l'HSP 70 exosome. Tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, en fait, comment vous envisagez? Je suppose que la question d'après, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une croissance tumorale quelque part, mais de quel type de cancer s'agit-il? Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, il faudra ajouter d'autres biomarqueurs. Et puis, quand on veut regarder la réponse à l'immunothérapie, ce seront des marqueurs un peu différents que la réponse à la chimiothérapie. Il faudra aussi, dans le temps, penser à de quoi on peut associer ce type d'immunothérapie. La plupart des immunothérapies qui s'utilisent maintenant, on ne l'utilise pas toute seule. On l'utilise en association avec des thérapies. Donc, savoir quel sera le bon... Et il y a plein de choses qu'il faut faire là, à partir de là. Mais il faut dire que l'immunothérapie des cancers est en plein essor maintenant. C'est en train petit à petit de révolutionner la prise en charge des patients. Je pense que dans ce sens-là, on est dans le bon moment pour créer une nouvelle approche d'immunothérapie qui en plus personnalisée. Tu ne peux pas avoir plus de médecine personnalisée. Puisque vraiment, chaque ensemble de petits antigènes, ça va être différent pour chaque patient. On va faire un vaccin de chaque patient, un vaccin différent. Les lots seront les mêmes, mais que probablement on ne pourrait pas l'utiliser pour un autre patient. Et probablement, parce que l'idée c'est ça, une médecine personnalisée. Et qui suit en cas de rechute également. Voilà, et qui se trouve en cas de rechute, on a une réponse immunitaire adaptative qui s'est créée, qui fait qu'au moins ce type de cancer, on ne l'aura pas. On peut avoir un autre, on ne sait jamais. Mais pas exactement les mêmes. Pas exactement les mêmes. Donc voilà. Oui. Moi, Ah, pardon. Monsieur. David Sayac, un heureux utilisateur, on va dire, vétérinaire. Juste pour clarifier, donc là on a parlé d'immunité cellulaire avec les CD4 et les CD8, et donc potentiellement il y aurait aussi une immunité humorale liée à la PAVAC, et c'est ça que vous alliez étudier. C'est ça qu'on voudrait regarder dans 32 temps, effectivement. Effectivement. Et pour ça, on challengera les animaux dans l'autre côté. On suivra bien toutes les questions éthiques et tout ça, mais bon, il faudra les faire, et si ça ne pousse pas, bingo. Et moi, je me permets de vous transmettre des questions des personnes qui nous suivent à distance en visio, et notamment deux journalistes voilà, qui vous adressent une question, Nicole. Elle souhaiterait en savoir un petit peu plus sur ce que représente l'investissement de ce nouveau centre de recherche, à quelle hauteur les fonds alloués par le plan France Relance ont pu participer, et une question un petit peu plus sur la structure, combien de collaborateurs comptez-vous actuellement, et surtout est-ce que vous comptez recruter? Voilà, d'accord. Ah tiens, une question. Donc on est la subvention du plan France Relance, c'est drôle parce qu'on voit pas la personne à qui on parle. La subvention du plan France Relance, c'était 780 000 €, dont la moitié nous a été versée, et
En fait, on a pu associer, on avait fait une augmentation de capital en 2019 de 2 millions d'euros. On a associé à l'allocation de la subvention France Relance, nous a permis de faire des emprunts bancaires et de financer justement cette structure ici qui s'élève en environ pour 400 000 euros de frais de bâtiment et 300 000 euros de frais d'équipement sur le laboratoire. Au niveau du nombre de salariés, on est 8 personnes, dont 2 à Dijon, voilà, dans l'équipe de Carmen. Et aujourd'hui, on pense maintenir les effectifs et pas forcément recruter dans les 2 ans à venir. Comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup de partenariats. Ce que l'on doit faire, c'est consolider et finir ce qu'on fait, enfin, faire beaucoup de choses encore avec l'équipe INSERM Dijon et après basculer sur la clinique et on aura certainement des partenariats externes. Alors, c'est pas impossible qu'on recrute sur des assistants de recherche directement sur l'INSERM. Voilà. Et peut-être, dernière question, pareil, qui nous est posée par les personnes qui nous suivent à distance. À quelle échéance est-ce que vous espérez avoir une autorisation de mise sur le marché pour ce biomédicament? Avant 2030. C'est difficile à dire. On va être optimiste, on va dire dans 5 ans. Dans 5 ans, ce serait bien. En bénéficiant du fast track, enfin de l'enregistrement rapide. C'est tout? Oui, allez-y. Thierry? Oui, oui. Ah oui, oui. Le micro, s'il te plaît, pour mettre. Non, je voulais juste, je pensais aux conventions industrielles de formation par la recherche, les chiffres. Ah, vous y avez pensé. Si. Reviens, Carmen. Voilà. Nous avons une candidate. Sí. L'idée, voilà. C'est que RIM commencera, voilà. Par le moment, elle est 6 mois comme technicienne parce que je voulais qu'elle la teste avant. Enfin, la teste, qu'elle voit qu'elle travaille dur et tout ça. Et ensuite, l'idée, c'était de voir s'il pourrait faire une bourse, avec une bourse Frintes entre les 2 laboratoires et voilà. Parce qu'au début, on pensait qu'en 6 mois, on aurait tout résolu. Non, on savait bien que non. On a juste commencé. Mais voilà, et on sait bien que ça s'inscrit dans la durée et que vraiment un sujet chiffre correspondrait tout à fait à cette problématique. L'idée, c'était que RIM pourrait l'aider à Jimena, qui est postdoc, et avec autant d'animaux à gérer en même temps. Parce qu'il arrive un moment qu'on va avoir plein. Il faut dire que pour produire le vaccin, il faut un lot animal. En plus, après les autres, les bonnes choses avec les souris, que si ça, on peut utiliser les mêmes tumeurs pour tous. Mais bon, il faut préparer les vaccins quand même. Et après, il y a les autres animaux, les garder, avoir un groupe assez important pour pouvoir faire des études statistiques et pas des résultats préliminaires. Là, on nous met à des groupes il faut conforter les résultats, donc ça fait beaucoup de data. Donc, il va falloir, et donc pour aider avec ça, il fallait une 200 personnes dans l'animalerie, ça c'était sûr. Et de plus, Carmen, on veut aussi travailler sur différentes pathologies, parce que notre souhait, ce serait de faire un essai, ce qu'on appelle basket, qui regroupe plusieurs pathologies. Bon, on ne parle pas encore. Alors, dans le monde des vaccins, on est un peu ouvert à tout. Oui, et il y a plein de pathologies on peut utiliser cette approche, non? Et parler, je ne sais pas, des trucs de fibrose, des processus fibrosantes, des choses comme ça. Une thèse aussi, ce ne sera pas de trop. Non. Je pense. Une ou deux. On va commencer, on va petit à petit, on va déjà commencer à faire les étape par étape. Étape par étape et valider chaque étape avant de passer à l'autre étape. Parce qu'il y a aussi le bénéfice du crédit impôt recherche. Oui. Oui, je l'avais dit, je sais, parce qu'à Dijon, il y a pareil. Donc, les entreprises bénéficient de ça. Bénéficient. Juste encore une autre question, pardon. C'est par rapport à France 2030. Est-ce que vous avez exploré les appels à projets? Non, pas encore. Parce qu'en fait, l'association, entre une recherche académique et une entreprise, c'est vraiment extrêmement... c'est un des critères, notamment pour certains appels à projets qui pourraient vous intéresser. D'accord. Oui, mais je veux bien qu'on reste en contact sur ce sujet pour que. Voilà. En fait, la DRARI s'occupe notamment de France 2030, des chiffres et du crédit impôt recherche. Donc, je pense que ça va. On va se revoir. Merci. Sur le plan pratique, quand vous faites des injections aux souris,
Vous les faites en sous-cutané à la seringue? Si, subcutánea à la seringue. À la seringue. Si, Est-ce que si. vous avez, je vois qu'il y a un confrère par là, est-ce que vous avez essayé le dermogète, qui est un petit appareil qui injecte en sous-cutané, Si. qui fait une petite papule juste sous la peau et qui dose exactement la quantité qu'on veut. On peut aller jusqu'à un 20e de millilitre avec le dermogète. J'avais entendu parler de ça. Si on m'a déjà fait ce commentaire. Il faudra regarder, Essayez ça. parce que si. Parce qu'on vaccinait les lapins Si. à l'époque, on vaccinait contre la myxo, les lièvres, enfin les lièvres contre la myxo, mais les lapins avec le dermogète. Si, et c'est un avantage. Et maintenant, les nouveaux, ils sont réglables, on arrive jusqu'au 20e de millilitre. Si. Ah, oui. Oui, non? C'est une D'accord. papule qui est injectée sous Ouais, pression d'air, d'accord. qui passe juste sous la peau. D'accord. Je m'avais déjà renseigné Beaucoup de plus ça. facile. Si, effectivement. D'accord. Très, très intéressant. Et je m'avais déjà renseigné sur ça. Hein. Ça se désinfecte à l'alcool et des Si. fois, ça vous part dans la main. Sans... Effectivement. Et on n'a pas le problème de les saranges qui Oui. se restent coincées Oui. la petite vie. Oui, oui. Là, on a tout à gagner. Oui, oui, peut-être. Si. Et c'est de l'air comprimé? C'est de l'air, Si. hein? C'est une petite, il faut D'accord. s'équiper, Non. c'est juste un petit truc. On s'équipe et ça se fait. Il faut Ça peut savoir. être colmaté, non? Ou- C'est un peu différent. Est-ce qu'on pourrait le faire intradermique et subcutané? Est-ce que par le moment, le truc de vaccination, c'est subcutané? On a utilisé en immunothérapie donc un vaccin qui était un canaripox virus recombinant avec la tyrosinase, donc dans le cadre du mélanome chez le chien. Et ça se faisait en intradermique à l'aide de ce type de Ah, d'accord, avec d'outil. le dermogète. Mais voilà, est-ce que Peut-être c'est que pas ça vaut pareil la vis-à-vis peine de l'immunité? d'essayer, hein, parce que si ça se trouve, Oui, ça oui. marche aussi bien. Et chez les souris, nous empêche ce petit problème de l'essérance qui est trop fin et les pics, quand c'est trop concentré, parce qu'on met des petits volumes, Par contre, ça Voilà. envoie un coup quand même. ça fait un coup à Ah oui, l'animal. oui. Hein. C'est pas si anodin que ça, d'accord. On va réfléchir alors. Attention, parce que les vétérinaires, ils ont peur de rien. Hein. Oui, je vois. Les petites souris. On a fait le tour. On posera des questions pendant la visite. Donc, ceux qui ont déjà visité, on vous invite à ne pas revisiter. Voilà, ça va faire des groupes. Et ceux qui souhaitent visiter, on vous invite à nous suivre. Donc, soit Thierry, soit moi. Les oreilles. Vous avez le temps de faire un tour? Oui, de visiter. Oui. Vous voulez poser vos affaires? Ah. Oui, parce que vous mettrez en bas. Alors, oui, par contre. Je ferai le contact après. Par mail, hein, je vous enverrai un mail. Parce que moi, je voulais. Oui, ça va. Oui.